Salut à tous, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en direct. On est mercredi soir, il est 20h01. Soyez les bienvenus pour ce rendez-vous hebdo. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 29e édition de la saison 6. Ce soir, comme toutes les semaines, on va passer en revue l'actu Apple. C'est assez calme, je n'ai pas vous le cacher, en ce mercredi soir. Ce n'est pas la faute de Notre-Dame, mais Notre-Dame, on va évidemment en parler dès le début de l'émission, parce que vous allez le voir, Tim Cook a lui aussi réagi, et on va le faire avec deux des figures d'iWeek que je salue tout de suite. D'abord, petit tour du côté de la Méditerranée avec toi, Elie. Salut. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu ? Écoute, ça va bien. Il a fait très beau aujourd'hui. Donc, pas d'orage en perspective, pas de coupure de... Non, ce soir, normalement, ça devrait se faire. Un jour, si vous voulez, je vous raconterai mes problèmes de ligne. Mais c'est peut-être le soir, hein, fais gaffe. On peut, c'est juste hallucinant. Bon, écoute, pourquoi pas, dans la deuxième partie de l'émission, tu nous raconteras ça. Salut Guillaume. Oui, je t'entends pas. Non, je t'entends pas. J'ai fait la blague du micro. Ah voilà. Le bonnet d'âne, c'est pour toi. Je savais, c'est pour moi. Bon. Même quand vous êtes que deux, il y en a un qui oublie. Mais voilà, tu vois. Quoi. Bon, ça fait plaisir de te revoir. Bah oui, n'est-ce pas ? Oui. En pleine bourre, en ce moment en plus. Bon, est-ce que Commande IT se présente bien ? Ça se présente pas mal, mais les inscriptions sont toujours ouvertes si vous voulez vous inscrire, si vous êtes intéressé par l'univers Apple, si vous êtes spécialiste de l'univers Apple, travaillez comme administrateur informatique ou consultant Apple, ou si vous êtes travaillé dans les sphères technologiques d'Apple, on est toujours ouvert. Ça sera toujours les 15 et 16 mai au Grand Rex. Et il y aura plein d'intervenants sympas qui vont venir. Le programme est en ligne, les gens peuvent s'inscrire, la vie est belle, et en plus vous pourrez me voir en chair, en os et en parole, ce qui est quand même pas négligeable. Et on y sera... probablement presque tous, je crois. Si tu veux bien de nous, d'ailleurs. De toute façon, après, sauf si j'ai dit pas de basket à l'entrée, mais à part ça, ça va, pas de souci. On va s'arranger. On va s'arranger. On essaye, malgré tous les bâtons que tu nous mets dans les roues, de prévoir une émission sur place. Je suis sûr qu'on va arriver à faire quelque chose. On va essayer, on va voir ce qu'on peut faire. Tu me fais confiance ? On va voir, je te fais confiance. Fais-moi confiance, on va faire quelque chose là-bas. Et donc, on se retrouvera. Alors, je ne sais pas si ce sera dans l'émission du... Le 15, c'est le mercredi ou le... Le 15 sera mercredi soir, donc, le 15, c'est le mercredi. Ce sera peut-être un peu juste pour le mercredi. Peut-être qu'on fera l'émission exceptionnellement. Peut-être qu'elle passera exceptionnellement le jeudi. On verra. En tout cas, on vous tiendra au courant la semaine précédente. Mais voilà, on va couvrir Commande IT. On est partenaire avec toi, évidemment, de cet événement qu'on soutient. Et je suis sûr que ça va être un très gros succès. On espère. En tout cas, on bosse pour ça. Bon, super. Il reste un mois. Pour... Il reste à peu près un mois pour vous inscrire, effectivement. Voilà. Donc, allez-y, Commande IT. Le site, rappelle-nous le site, Guillaume. Commande, sans E à la fin, -it.fr. it.fr. IT Phone Home. Justement, pas de E, justement, I, comme IT, Information Technologies. Bon, je ne sais pas si tu es au courant, Guillaume, parce que tu dois avoir la tête dans cette organisation qui doit te prendre beaucoup de temps, mais on a perdu un joyau à la fois de l'architecture et un symbole de Paris. On a dit qu'on parlait pas de Steve Jobs ce soir. C'est ça. Bon, Notre-Dame a brûlé avant-hier, vous avez tous... Donc j'ai entendu parler légèrement, j'avoue. Bon, moi, je suis vraiment parisien. J'ai grandi dans le quartier latin. Donc, Notre-Dame, ça fait partie vraiment de mon paysage depuis toujours. C'était compliqué, très compliqué avant-hier soir. Le réveil a été difficile. Et puis, on parle, alors qu'on est en train de perdre Elie, qui nous disait que tout allait bien. On ne peut pas croire Elie, en fait. Et voilà, la connexion réseau est médiocre. Mais voilà, il va revenir. Merci Skype. Tu sais, par rapport à Notre-Dame, moi je suis pas parisien du tout, mais ça fait maintenant pile poil 20 ans en fait que j'habite Paris, la région parisienne, et la vision en automne de Notre-Dame quand tu prends les quais le matin avec le soleil levant,
c'est quand même un truc extraordinaire. Moi, c'est une des rares photos de Paris que j'ai faites depuis des années, enfin, et que je ressors en me disant, quand même, c'est une chouette photo. Parce que c'est vrai que Notre-Dame baignée dans la lumière du matin, c'était quand même quelque chose d'assez fou, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que voilà, c'est un bâtiment qui est important. Enfin, comme on dit, ça fait partie du patrimoine, même si on n'est pas catholique ou autre, ça fait partie du patrimoine et des grands bâtiments français. Enfin, c'est un héritage important. Et d'ailleurs, Tim, hop, voilà, Tim en a parlé. Alors, Tim en a parlé. Alors, Ellie, qu'est-ce que tu nous montres? Parler de Tim. Ah. Le bouquin de Leander, je l'ai, ça y est. Yes, c'est vrai qu'on en a aussi parlé de ce bouquin qui sortait. Il est arrivé, il est sorti? Oui. Donc, du coup, je suis en train de le lire. Je viens de démarrer. On pourra en parler très prochainement. Ah bah très bien. Voilà. Alors, Tim Cook, comme beaucoup de grands patrons, a annoncé qu'Apple allait allait participer à la reconstruction. Alors, on ne sait pas encore à quelle hauteur, mais en tout cas, il a envoyé ce message via Twitter pour dire à quel point il avait le cœur brisé avec le peuple français et avec tous ceux autour du monde pour qui Notre-Dame est un symbole d'espoir. Soulagé aussi que tout le monde soit sain et sauf. Apple donnera et contribuera aux efforts de reconstruction pour aider à restaurer Notre-Dame, ce précieux héritage des générations futures. Voilà, c'est bien que... Alors là-dessus, tu aurais dû masquer la réponse parce qu'il y a des gens un peu énervés qui disent si Apple payait ses taxes. Voilà. Je pense que c'est... Raphaël Jaco, qui est un petit peu un spécialiste de ce genre de réaction, voilà, qui fait... Moi, je suis un peu ambivalent là-dessus parce qu'en fait... il dit en gros qu'Apple ferait déjà bien de payer ses impôts en France, voilà. Oui, voilà. En fait, c'est vrai que je suis un peu ambivalent là-dessus parce que c'est pas totalement faux. Apple, pendant des années, on a été soupçonné d'optimisation fiscale à outrance et du coup ne payait pas tout ce qu'ils devaient payer en France et qu'ils auraient dû payer en termes d'impôts et autres. Et en fait, moi j'ai un petit problème, mais je peux comprendre après ce que veulent faire ici qu'il y ait un affect particulier avec Notre-Dame et que les gens veulent réagir, que les entreprises veulent réagir pour aider la société, l'Église à être rebâtie, c'est pas négatif. Mais d'un autre côté, on se dit que bon, il y a pas eu de mort non plus. Il y a eu un blessé grave et on espère que le pompier qui a été blessé va s'en sortir et qu'il n'y aura pas trop de dégâts sur le futur. Mais il y a quand même pas eu de mort vraiment violente ou autre durant cet événement. On parle quand même plutôt de briques et de bois, voilà, de bois qui est parti en fumée. C'est un drame, oui, mais c'est un drame que moi je relativise toujours un petit peu, si tu veux, et que les entreprises après se jettent sur les trucs en disant on va aider Notre-Dame, etc., à être reconstruite, alors qu'il y a peut-être plus d'urgence à régler ailleurs, et que déjà voilà, en 2 jours il y a eu 1 milliard d'euros récoltés quasiment pour la reconstruction. Moi j'ai toujours un peu de mal là-dessus en me disant ouais, mais est-ce qu'une partie de cet argent serait pas mieux attribuée à d'autres usages plus importants, plus urgents? Voilà, c'est quand l'État te dit en même temps, ouais, il faut se serrer les coudes, etc., et d'un seul coup, il dit, ouais, je mets de l'argent sur la table pour construire un bâtiment comme ça. C'est compliqué. Apple peut pas régler tous les problèmes du monde non plus, tu vois. Ah non, je dis pas qu'Apple. Non, mais je dis pas qu'Apple. Je dis pas qu'Apple. C'est pas que Apple là-dessus. C'est un peu toutes les entreprises qui se sont jetées sur le truc en disant on va aider. Ça pose des questions intéressantes en fait. Voilà. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais. Ouais. Bon, on peut se poser des fois sur les questions sur l'usage de cet argent. Et voilà, j'ai pas la liste complète en France, mais de mémoire, Bouygues a promis de donner 10 millions d'euros, total 100 millions d'euros. Ouais. Il y a sans doute un intérêt, on va dire indirect en termes d'image pour certaines de ces boîtes. Ouais. C'est un peu un double tranchant aussi parce que pareil, Total qui a quand même été très critiqué là-dessus. Enfin, voilà, tu vois, je vais te faire un exemple. Là, c'est le patron qui va parler, si tu veux, et je vais être un peu cynique. Moi, patron d'une personne, enfin d'une entreprise où il y a 2 personnes, moi et un employé, je paye 40% d'impôts minimum, si tu veux, annuellement. Total qui se fait une virginité là-dessus en payant 9% d'impôts annuels, ça me fait un petit peu mal aux fesses quand même d'une certaine façon. Voilà, mais c'est ma façon de voir les choses. Hein, je suis désolé, mais bon, c'est un petit peu mon côté cynique qui ressort. Non, mais écoute, tous les avis sont les bienvenus. Alors évidemment, cette émission est aussi la vôtre. Hein. On est à votre écoute sur Twitter avec le hashtag iWeekTV et je suis très heureux de vous voir au rendez-vous comme toutes les semaines. Je salue donc ceux qui se sont
connectés ou en tout cas qui attendaient qu'on démarre. Pourtant, on était à l'heure. Je salue Marcos X, oui, qui se demandait s'il y avait bien Ewick ce soir. Mais oui, puisqu'on est en direct avec vous. Donc, salut Marcos. Didier Méance est là lui aussi. Hop, juste à temps pour Ewick. Ouf, j'ai rien manqué. Bon, on espère que tu n'as rien manqué, Didier, en tout cas. Bienvenue à toi et bonsoir à la petite équipe, dis-tu. C'est vrai qu'on n'est que 3 ce soir. Oui. Alors, entre ceux qui avaient des soirées avec leur chérie, ceux qui avaient qui étaient engagés ailleurs, voilà. Il y a des semaines comme ça, on est un peu moins nombreux, mais on est toujours au rendez-vous. Voilà. Et c'est le plus important. Je voudrais saluer Sylvain Bartoli aussi, un ami de la maison. Salut tout le monde, nous dit-il. Machteh, alias Laurent Petit. Bonsoir les amis d'Ewick. Et puis Eric Alliot, encore un fidèle de l'émission. Salut à tous, amis d'Ewick, dit-il avec un sourire et le pouce levé. C'est très sympa de vous retrouver comme chaque semaine. On va passer à un sujet purement appelien pour le coup, parce que là, c'était forcément un petit peu en marge. On va parler de la guerre du streaming qui s'annonce avec Netflix, avec Apple et avec Disney notamment. On va pas oublier ceux qui existent déjà comme Amazon. Mais sur Disney, on a eu pas mal d'infos. Ouais. Et l'une des infos, c'est que ce sera relativement moins cher, avec une offre plutôt plus importante que ce qu'on imaginait. C'est ça ? Absolument. Et toi qui adores ces sujets-là. Ben, écoute, oui, moi je suis un grand fan de Disney, Marvel et Star Wars, comme vous le savez tous. Donc, on a guetté et on a eu les images de la conférence de presse et on a eu en particulier un aperçu de l'interface utilisateur et la liste des séries, puisqu'en fait, ils en ont parlé pendant la conférence avec ce qui sortirait la première année, la deuxième année, le nombre de films nouveaux, le nombre de séries nouvelles. Et quand on regarde la liste, c'est plutôt très impressionnant. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment des nouvelles séries, mais plutôt très populaires. Hein. Il va y avoir... dans les films, là, on voit l'épisode 9 de Star Wars sortira d'abord dans Disney+, après la sortie au cinéma, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. La suite de La Reine des Neiges, hein, donc pour tous les enfants. Ça, c'est des choses qui sont en cours. Avengers Endgame sortira d'abord chez Disney, hein, donc ça, c'est plutôt bien. Et puis après, dans des séries, il va y avoir des nouvelles séries dans l'univers Star Wars. Donc comme The Mandalorian qui apparemment est un personnage très populaire. Moi, c'est pas mon personnage préféré, mais c'est. De qui tu parles, Ellie ? Les Mandaloriens, c'est fait c'est le tueur à gages avec des fusées dans le dos qu'on voit dans un certain nombre Boba Fett. Yes, Boba oui. Voilà. Exactement. Donc il y aura une série, apparemment il est très populaire, donc qui va se passer juste après la chute de l'Empire et qui va raconter les aventures de Boba Fett. Il va y en avoir 2 autres aussi dans l'univers Star Wars qui ont l'air d'être très bien. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? J'en ai vu tellement en fait. Justement, la liste est plus longue que prévu. Hein. Ouais, et surtout. Il y a un point très intéressant, c'est qu'en fait, c'est après des années que Netflix faisait des séries Marvel, par exemple, qui ont eu un succès très relatif, puisque la plupart, en fait, ont été arrêtés au bout de 2-3 saisons. Jessica Jones, Luke Cage, voilà, ils ont fait Defenders et l'horrible Iron Fist et Daredevil, par exemple. Enfin, c'était partie des séries qui sont sorties. Mais ces séries n'étaient pas rattachées à ce qu'on appelle le Marvel Cinematic Universe. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'univers Marvel du cinéma. Ouais. D'accord ? Et il y avait l'univers Marvel télévisuel. Et en fait, ils n'ont jamais réussi à rassembler un peu les deux. En fait, il y avait une volonté de toujours séparer un petit peu les deux. Il n'y a que encore Agents of S.H.I.E.L.D. qui était un petit peu rattaché à l'univers Marvel cinématique, mais ça reste en fait des studios différents avec des moyens différents. Et ce qui est intéressant là, avec Disney+, c'est que les séries qu'ils ont, par exemple, produites pour Marvel, il y en a 3 ou 4 qui vont sortir dans le cadre de Disney+. Et ben en fait, ce seront des séries qui vont être produites en fait par les équipes du MCU, a priori, ou des équipes rattachées au MCU, et avec les acteurs d'origine des films. Par exemple, il va y avoir une série de Loki avec Tom Hiddleston, qui est le Loki des films. Ce ne sera pas un truc séparé, ce sera vraiment intégré cette fois-ci dans le Marvel Cinematic Universe. Ouais. Petit aparté, je vous conseille d'ailleurs d'écouter un podcast qui s'appelle Les Clairvoyants,
qui est animé par quelqu'un qui s'appelle Fastkill, que je vous conseille de suivre aussi sur Twitter, Ouais. et qui est passionné, qui a fait une conférence récemment sur Marvel, et qui a sorti même un bouquin sur le Marvel Cinematic Universe, et qui expliquait très bien justement cette scission un peu qui existe entre les équipes Marvel Cinematic Universe et les équipes télé. Et là, en fait, Disney va profiter un peu de tout ça pour dégager tout ce qu'il y avait sur Netflix et rattacher en fait cet univers, et faire un seul univers en fait cohérent, plus cohérent en fait. Et ça, c'est vachement intéressant, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une vision qui va au-delà du cinéma. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Mais du coup, on va se retrouver avec une sorte d'éparpillement qui fait penser à la situation avec le sport. C'est-à-dire que pour avoir la globalité, il va falloir s'abonner à tout, ça va être cauchemardesque. Alors, c'est cauchemardesque en fait, mais comme on me disait à mes potes il y a assez longtemps, en fait, les Américains n'ont jamais eu peur de se dire je dépense $100 par mois pour regarder la télévision. Donc en fait, pour eux, ça va être un channel de plus qu'ils vont prendre, et puis il y en aura peut-être un qu'ils vont dégager au passage. C'est vrai que pour nous, c'est choquant parce qu'on a préféré avoir une seule offre unique avec tout, mais de toute façon, cette scission, elle existe déjà avec OCS, avec Netflix d'un côté, et avec d'autres acteurs en fait, qui vont à chaque fois essayer d'imposer leurs produits originaux et leurs marques pour essayer d'attirer les spectateurs. Ouais. Donc oui, tu vas avoir en fait un truc qui va être intéressant. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, je crois que le tarif est assez agressif au niveau de Disney+, de ce que j'ai vu. J'ai vu 6,99. Ouais, donc c'est pas mal du tout par rapport au tarif aujourd'hui de Netflix. Alors la question, c'est combien d'écrans simultanément. Là-dessus, j'ai pas vu s'il y a des réponses, puisque par exemple Netflix, vous faites payer plus cher si vous voulez regarder plusieurs personnes sur des écrans différents, ou si vous voulez la version HD. Typiquement, par exemple, Free vous offre Netflix dans son abonnement avec sa box Delta là, mais c'est la version d'entrée de gamme et il faut payer un peu plus si vous voulez la version HD en fait. Donc du coup, ça augmente les tarifs. Donc c'est une question auquel j'ai pas de réponse aujourd'hui. Je crois pas qu'il y ait eu de réponse. Ou sinon, je suis intéressé si vous avez. Pas encore. Non, pas encore. Mais on a eu des petites précisions. Effectivement, j'ai retrouvé les séries. En plus de Loki, effectivement, dont parlait Guillaume, il va y avoir chez Marvel une sur Faucon, donc une sur le Soldat d'hiver, une qui s'appelle WandaVision, qui va être super parce que c'est deux de mes personnages préférés de l'univers Marvel depuis toujours, qui sont Vision et la Sorcière Rouge. Donc, univers très riche. Ouais. Et une série qui va être, par contre, très particulière, qui va s'appeler Marvel What If, c'est-à-dire ils vont faire des hypothèses. Et si Tony Stark n'était pas né, que serait devenu l'univers Marvel? Et si, par exemple, Thor, vous voyez, donc ça peut brancher sur plein d'hypothèses. Pour la petite histoire, en fait, c'est quelque chose qui existe déjà en fait en comics. Ils l'ont déjà fait il y a des années. Il y avait des Marvel Comics, même à l'époque de Strange, ils avaient publié de temps en temps en France, donc en version française, ils publiaient les What If. Donc, et si, voilà, effectivement, Captain Marvel avait eu, je sais pas quoi. Aussi, par exemple, le Hulk avait la peau rose plutôt que verte ou des trucs comme ça. Enfin, ils auraient pu changer. Plein sortes d'hypothèses. Et un point très intéressant qui a été dit dans la conférence de presse, c'est que on aura le droit de télécharger tous les épisodes et tous les films et les garder en local tant qu'on est abonné. C'est-à-dire, si on coupe l'abonnement, on perd l'accès, mais on peut garder en local sur l'iPhone, sur l'iPad ou sur son disque dur. On pourra avoir tous nos films préférés et nos séries préférées, et ça, je trouve ça génial. Alors, et enfin, un point important aussi, juste pour finir. Juste, Netflix... Guillaume, deux secondes, parce que j'ai un œil sur Twitter et... Si j'ai bien compris, Disney prévoit de déployer son service dans le monde d'ici 2 ans. Enfin, ça va être progressif, mais notamment nous, en Europe occidentale, on va être concernés d'ici le printemps 2020. Avant, probablement. En France, ils ont dit que ça serait début d'année. 2020 Oui. Oui, c'est ça. Le printemps, c'est ça, en général. C'est le début de l'année. Non, mais début. Ça pourrait être janvier-février, avec un peu de chance. Ouais, mais il y a un point intéressant que relève Frédéric Tesson sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. Il nous dit, salut à toute l'équipe, pour les films chez Disney, il ne faudra pas compter les avoir en France avec la chronologie des médias avant 3 ans après leur sortie. Alors, pour leur sortie cinéma, oui, voilà. Après, le problème, c'est qu'en France, on a cette particularité qui est la chronologie des médias, qui fait que les films sont diffusés d'abord sur les versions... Pour la SVOD et le streaming, c'est pas 3 ans, hein, de mémoire. C'est combien alors? C'est 2 ans?
Peut-être même moins, mais... Alors attention, parce qu'il faut distinguer en fait abonnement, il y a les versions avec abonnement ou version gratuite aussi. Enfin, ça peut être plus long, plus moins long selon les cas. Mais ça peut, on va vérifier le timing. Je pense qu'on va se mettre sur le coup pour vérifier. Cela dit, c'est clair qu'il y aura un délai supplémentaire par rapport à la sortie, par exemple, de l'achat du film sur iTunes. iTunes, vous pouvez avoir le film à peu près moins de 6 mois aujourd'hui après la sortie. Là, le film sera sûrement disponible en VOD. Peut-être 1 an, 2 ans après la sortie cinéma. Ouais, c'est clair qu'il y aura un décalage. Maintenant, vous auriez quand même un catalogue conséquent. Et il ne faut pas oublier, le point important, ça va être le point aussi des exclusivités. C'est là qui vont être faites pour ce service. Ouais. C'est là où Disney va essayer de marquer des points, parce qu'ils ont des gros studios, parce qu'ils ont une force de frappe commerciale qui va être monstrueuse, et qu'aujourd'hui, donc Disney, c'est Marvel, c'est Star Wars, donc c'est toute la galaxie Star Wars, c'est aujourd'hui la Fox, puisqu'ils ont réussi à racheter la Fox, donc ça veut dire les Simpsons, etc., tout ce qu'il y a sur la Fox, National Geographic, etc. Donc ils vont avoir quand même un catalogue à la sortie qui va être assez colossal, et moi franchement l'offre m'intéresse, hein. Je ne cache pas que apparemment il y aura une offre à $70 par an, donc vous aurez en plus un petit vous payez un peu moins cher si vous prenez l'offre annuelle directement, donc au niveau tarif, au niveau offre, on aura quelque chose qui est vraiment pas indécent, quoi. Carrément. On fera un tutoriel pour ceux qui veulent s'abonner aux États-Unis et regarder les films dans les délais les plus courts. Voilà, Didier Méan, c'est de ton avis, hein, Guillaume, puisqu'il nous dit « Perso, le service Disney Plus m'intéresse beaucoup. Je m'y abonnerai sûrement à son arrivée en Europe. » Voilà, avec le hashtag iWeekTV. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous faisiez référence tout à l'heure à OCS. C'est vrai qu'OCS, en France, a l'exclu de Game of Thrones. Et oui. Donc, voilà, imaginons, dans le compte, si on était dans quelques mois, on est quand même beaucoup à être abonné à Netflix. Pour Game of Thrones, il faut être abonné à OCS. Oui. Apple TV Plus va arriver, et puis Disney Plus va arriver aussi. Donc, si on additionne ces 4 services-là, on est à quoi? On est à une quarantaine d'euros? Si on a en plus Canal, on est à beaucoup plus. Ah oui, mais il y a encore des gens qui ont Canal? Bah oui, ouais, tu sais. Oui, il y a aussi des gens qui ont Canal. C'est toi, d'accord. Mais je suis l'abonné. On comprend que c'est une vraie menace aussi pour des chaînes historiques comme Canal, c'est sûr. Ah bah c'est évident. Pour la chronologie des médias, donc je vérifie en même temps sur Wikipédia. Donc la fenêtre de tir, donc c'est la première fenêtre payante. En fait, donc la vente, location de support de film, c'est 4 mois. 8 mois, c'est pour la première fenêtre payante, donc c'est Canal+ ou OCS pour les films, en fait pour les télévisions payantes de cinéma qui ont signé un accord avec les organisations du cinéma. Et pour la télévision payante du cinéma ou vidéo à la demande par abonnement, c'est 17 mois. Ah. À l'heure actuelle. Et pour la première fenêtre gratuite, donc pour passer à la télévision gratuitement, TF1, M6, etc., France Télévisions, c'est 22 mois. Donc il y a encore un petit peu de délai. Hein. 22 mois. Mais je pense qu'ils vont faire un... Oui, ça baissait à partir de décembre, ça a un petit peu baissé, mais là ça n'a pas beaucoup bougé non plus. Hein. Mais avec Netflix qui sort des exclusivités pratiquement dans le monde entier à J1, je pense que le délai va être à la disponibilité du DVD, parce que de plus en plus, quand vous achetez le DVD ou le Blu-ray, vous avez la copie digitale. Ouais. Donc, et les DVD, c'est moins de 8 mois aujourd'hui en France. Alors d'ailleurs, notons qu'il y a eu il y a quelque temps le système ultraviolet qui a fermé, ça m'a fait beaucoup rire. Qui était un système de protection de copies de films numériques, et sur lequel beaucoup de studios avaient misé face à iTunes, quand iTunes a été lancé, commencé à vendre des films, et ils ont monté leur propre truc en disant non mais nous on va faire aussi bien, voire mieux, et ce sera mieux protégé, etc. Et au bout de 5 ans, ils arrêtent, et alors pour une fois les films resteront lisibles, heureusement, vous pourrez toujours continuer à voir vos films, il y a des systèmes qui ont été mis en place pour continuer à les lire, mais vous ne pourrez plus acheter de films avec la protection ultraviolette, dans le futur ça ne marchera pas. D'ailleurs, notons Microsoft aussi qui a un petit succès puisqu'ils vendaient des bouquins numériques, et là ils ont arrêté de les vendre, et donc ils ont proposé des remboursements pour tous les gens qui avaient acheté des bouquins chez eux. Bon. Lol. Bon, alors il y a quand même une situation assez cocasse, hein, du coup, avec cette concurrence qui va être concrète entre Apple et Disney sur le terrain du streaming. C'est la position de Bob Iger, hein, le patron de Disney qui est toujours au board d'Apple. Bah oui, et qui veut rester. Il veut rester, bon. Ouais. Moi, je dis qu'il est un peu gonflé parce que d'abord, c'est pas lui, c'est le board qui décide qui garde. Bon, il peut exprimer son avis, mais il a dit un commentaire du style, bon, mais le service Apple TV+, c'est juste un petit service de vidéo, ce n'est pas un conflit d'intérêt. C'est genre, ça c'est rien du tout par rapport au nôtre. Bon, je trouve qu'il est un peu gonflé quand même, hein, de dire ça.
Tu penses que c'est tenable que Bob Iger reste au board d'Apple, Guillaume? Autant que, comment il s'appelle, le patron de Google, Eric Schmidt, qui a dit oui, non, ça pose pas de problème. Puis au bout d'un moment, il a expliqué quand même que, quand même, ça devient compliqué là. Alors après, maintenant, je pense qu'on n'est peut-être pas dans la même situation qu'il y a 10 ans. Enfin, les enjeux sont peut-être pas les mêmes. Peut-être que Disney qu'on voudra quand même conserver un petit peu de lien avec Apple et qui peut voir Apple comme un partenaire privilégié. Et dans ce cas-là, le lien avec Bob Iger peut être intéressant à conserver entre Apple et Disney. Ou alors, effectivement, ils se disent c'est une guerre frontale. Mais d'un côté, Disney vend pas de téléphone, Disney vend pas d'ordinateur, Disney vend pas de... Donc... Oui, il y aura une concurrence, mais en même temps, Apple aura besoin de contenu, donc est-ce qu'ils vont vraiment vouloir se mettre Disney à dos derrière directement? Je suis pas sûr. Donc, ouais. D'ailleurs, je suis pas convaincu. D'ailleurs, on dit, et il se dit, que Disney Plus serait dispo sur l'Apple TV. Bah évidemment, oui. C'est tout à fait logique. Ce qui peut être effectivement dans la négociation, ça peut aider en disant mais attendez, mais moi je vais le rendre disponible sur vos Apple TV dès J1, donc ça va être super pour vous. Ben oui. D'un autre côté, Apple investit beaucoup d'argent dans ses nouvelles créations originales. Avoir un membre du board qui peut avoir accès au planning, aux productions, aux séries en développement, donc les idées, et qui en même temps peut s'en inspirer dans son propre service, ça va être vite intenable, hein. C'est pas secondaire pour Apple. On parle de milliards de dollars. Après, je pense qu'ils cloisonnent. Ils sont capables de cloisonner assez l'information chez Apple. Ils ont un certain talent pour cacher les choses. Peut-être moins les dernières années, mais enfin, ils sont encore capables de cacher certaines choses. Donc là, on parle pas en plus de matériel qui va forcément finir dans les usines chinoises à un moment 6 mois avant la sortie. On parle d'informations qui, à mon avis, sont peut-être plus faciles à camoufler que d'autres. Après, je pense qu'il faut pas se leurrer. Dans le monde d'Hollywood, quoi qu'il arrive, il y a des choses qui se savent, qui se trament d'un côté à l'autre. Et je suis pas sûr que les informations soient si confidentielles que ça. Enfin, oui, il y aura la confidentialité. Est-ce que derrière, ça peut impacter vraiment significativement les activités des uns des autres? Je suis pas convaincu. Bon, à voir. On verra bien. À voir. On verra. À voir. On va changer de sujet. C'est le deuxième gros sujet de la semaine. Grande surprise. C'est tombé hier, et c'est notamment sur le site d'Apple qui a publié ce communiqué de presse. Qualcomm et Apple se sont mis d'accord pour mettre fin à leur bataille juridique, judiciaire, autour des licences, autour de la 5G notamment. Oui. C'est une affaire de gros sous. Voilà, il y a dû y avoir du gros chèque signé sans doute. Même pas, en fait, c'est dans l'intérêt des deux. D'abord, le juge les a un peu obligés en disant qu'il valait mieux qu'ils s'entendent plutôt que de passer des années en procédure. Deuxièmement, Intel n'a pas été capable de respecter le timing pour la production de ces modems 5G dont on parlait et qui était un peu la seule source d'Apple vu les problèmes qu'ils avaient avec Qualcomm d'un côté, avec Huawei de l'autre. Et quand même, Qualcomm a réfléchi que ces modems-là représentent 200 millions d'unités pour 2020. Donc, je ne sais pas à quel prix ils les vendent à Apple, mais pour 200 millions de petits chips 5G, je pense qu'ils sont prêts à faire des petites concessions aussi. Ouais. Après, c'était un peu prévisible. Au bout d'un moment, les guerres d'avocats, c'est usant à tous les niveaux. Et souvent, c'est pour montrer qui c'est qui est la plus grosse et qui c'est qui va aller le plus loin possible dans les négociations. Bon, à un moment, faut juste qu'on se dise, il y en a qui vont faire des choses et qui sont capables de les faire et ça peut intéresser l'autre boîte. S'il y a encore des procès en cours, ça me rappelle la situation, on parlait, ça me rappelle un petit peu la situation entre Microsoft et Apple il y avait 22 ans, en 97. 97, quand Apple a finalement décidé de mettre 100 millions de dollars dans Apple et que Bill Gates est apparu, tel le Big Brother sur l'écran de Macworld Expo. J'étais là-bas, j'étais dans la salle. C'était dans la salle. Moi aussi, j'étais dans la salle.
Voilà, oui. vous avez dû prendre. Voilà, Oui, est-ce on que s'est vous avez rencontrés à sifflé? la Est-ce que vous sortie, avez oui. sifflé? Est-ce que vous avez craché sur l'écran? C'est la bonne question à se poser Non, à ce moment-là. non, non. Mais après, voilà, le truc, c'est qu'en fait, Microsoft avait les procès qu'Apple pouvait gagner face aux technologies QuickTime et par rapport à l'interface graphique et tout ça. Maintenant, Apple est dans une situation intenable d'un autre côté, parce que elle perdait beaucoup d'argent et que ça devenait très compliqué, et qu'elle avait besoin un peu de rassurer tout le monde. Donc, le fait de faire ce deal avec Microsoft calmait un petit peu le jeu. Ouais. On enterrait tout, on repartait sur des bases un peu plus propres. Microsoft disait, OK, on va continuer le développement d'Office sur Mac, parce que ça aussi, c'était une menace de Microsoft, c'était de dire, ouais, mais Ah bah finalement, oui, Office c'était sur l'arme de Mac, guerre à l'époque. ça ne nous rapportait que dalle, donc on va arrêter ça. Et finalement, voilà, à un moment, c'est soit la guerre continue et c'est une guerre à mort et tout le monde. Enfin, je pense qu'Apple avait vraiment beaucoup plus à y perdre que Microsoft à l'époque. Mais à un moment, voilà, tout le monde se calme et puis on se met autour de la table, on discute, on dit aux avocats, c'est bon, prenez votre chèque, rentrez chez vous et on va essayer de discuter comme des grands et trouver un terrain d'entente pour pouvoir avancer finalement enfin et que la situation soit pas entièrement bloquée. C'est comme ça que ça s'est passé avec Samsung, c'est comme ça que ça s'est passé et ça continuera comme ça souvent. Ouais. Voilà. Alors, mais la bonne nouvelle, ouais. c'est que du coup, Apple va pouvoir avoir des iPhone 5G dès l'an prochain, voire même dès justement. septembre s'ils veulent. Hein. Sauf Justement. que nous, on n'est pas prêts en France. Ouais. Justement, c'est drôle parce que je me souviens il y a quelques semaines, on traitait cette rumeur selon laquelle l'iPhone 5G serait pas pour tout de suite du tout, pas avant l'année prochaine, etc. Moi, j'y croyais pas du tout. Je vois pas comment Apple pourrait attendre 1 an et demi avant de proposer un iPhone 5G. Ça me semble. Bon, après, comme d'hab, c'est est-ce que les réseaux sont prêts? Non, mais est-ce que les réseaux sont prêts surtout? C'est la question. Ça va arriver entre oui. la fin de l'année et le courant de l'année prochaine. Donc, ils peuvent pas attendre 1 an et demi avant de proposer un iPhone 5G. C'est pas possible. Alors, moi, je crois pas. Hein. Alors après, je pense que là-dessus, Apple, j'aimerais bien retrouver, c'est con qu'il n'y ait pas d'émission iWeek à l'époque, mais je pense que si on regarde les émissions qui sont sorties... Quelle année? À l'époque de l'iPhone 4G, l'iPhone 5, donc le premier iPhone 4G, c'était lequel? C'était le... Je sais plus. Quel était le premier iPhone 4G en fait? Je sais plus quel c'était. Je pense c'est pas sûr, hein. Je crois que c'était l'iPhone 5, je sais plus. En tout cas, je sais que déjà 1 an avant ou 1 an et demi avant, tout le monde disait ouais, il faut qu'il y ait des iPhones 4G sur le marché. Et en fait, le problème c'est que la 4G était prête, mais le téléphone n'était pas prêt. Et certains consommaient plus d'énergie en gestion de la 4G que ce qu'ils étaient capables de recharger. Donc en fait, même si tu étais en train de charger ton téléphone et que tu étais connecté en 4G, il bouffait trop d'énergie, donc ça impactait la consommation. Et donc ton téléphone était quasiment inutilisable. Donc en fait, je pense que pour Apple, alors je dis pas que la situation est la même sur la 5G, hein, c'est pas mon propos. Mais Apple, des fois, est très conservatrice. Elle préfère dire, je préfère prendre mon temps et être sûr que la technologie soit au point de notre côté avant d'y aller. Après, est-ce qu'elle peut aller sur plus les vite que débits, ça? ils ont toujours été hyper en avance. Hein. Enfin, en tout cas, jamais en retard. Tu rigoles. Je te rappelle que l'iPhone Edge s'est fait tailler un costard à sa sortie parce qu'il n'était pas 3G. Même si il y a longtemps. Le téléphone 3G. Oui, mais c'était il y a longtemps. Mais est-ce que l'apport de la 5G va être si significatif aujourd'hui en termes d'usage pour que les gens disent qu'il faut absolument un réseau 5G? Aujourd'hui, regarde le gigabit par exemple sur du réseau. Oui, est-ce que ça va changer significativement la donne? Aujourd'hui, ce que font les gens, c'est envoyer essentiellement des photos avec un débit sur lequel, même si tu t'envoies tes photos plus vite... non, mais Guillaume, ça va être un argument marketing. Non, je suis pas d'accord. Non, mais attention, que ce soit un argument marketing, je dis pas que c'est pas le cas. Je dis juste qu'après, il faut quand même que les réseaux soient prêts. Si les réseaux ne sont pas prêts, qu'est-ce qui se passe? L'utilisateur a un téléphone 5G, il se rend compte finalement qu'il est frustré parce que son téléphone, il peut utiliser que très peu d'endroits à des vitesses optimales. Donc finalement, il y a une expérience moins intéressante que s'il avait attendu 1 an et qu'il avait un téléphone peut-être un peu moins cher avec une technologie vraiment optimisée, avec un réseau qui cette fois-ci fonctionne. C'est la question que je me pose. Oui, mais Apple se doit être un leader dans cet univers-là de technologie parce qu'ils l'ont toujours été. En plus, il y a leur service, de télé. Attends. Bien ce que je dis sur les réseaux, Apple a toujours été très conservatrice. C'est la 3G, elle était mais ils n'avaient pas de service de streaming. Ils n'avaient pas de service de streaming. Ouais, mais là, ils vont en avoir. 3G, ils n'étaient pas prioritaires. Sur la 4G, ils n'ont pas été les premiers non plus sur le marché. Est-ce que ça va les impacter fortement s'ils ne sont pas premiers sur la 5G? Je ne suis pas convaincu. Maintenant, à voir. S'ils ont trouvé un deal maintenant avec Qualcomm, c'est que c'est pour l'iPhone de septembre. Oh oui. Oui, je pense que oui. Je pense que ça aussi qui joue.
Et puis Guillaume, il faut relativiser parce qu'à l'époque, Apple n'avait pas de concurrent comme Samsung aujourd'hui. Apple ne peut pas se permettre qu'il y ait un Galaxy 11 qui soit 5G et que l'iPhone ne le soit pas, parce que les gens se détourneraient massivement de la marque, même s'ils ne l'utilisent pas. Je suis tellement pas d'accord avec cet argument, parce que Apple n'a jamais joué justement ces arguments-là. Mais c'est les clients, c'est pas Apple. Hein. Oui, mais encore une fois, c'est assez étonnant que toi qui est dans cet univers, tu sois tellement peu sensible à l'argument qui est l'écosystème Apple, qui est un écosystème dont on sort pas forcément comme ça, parce que finalement, quand même, quand les gens en sortent et qu'ils vont tester un peu ce qui se passe à côté, ils n'ont pas forcément envie de se dire, ils vont pas forcément se dire, c'est tellement génial à côté que je vais sortir de cet écosystème, parce que ça veut dire aussi réinvestir sur des applications, ça veut dire aussi réinvestir sur un autre système, etc. Donc, est-ce que demain, je vais te poser la question. Attends, je vais te poser la question à toi. Qu'en pensez-vous à iWeek TV? Demain, à la fin de l'année, Apple ne sort pas d'iPhone 5G. Est-ce que tu vas prendre un Samsung? Non. Et attends, ne dis pas ça, parce qu'à un moment donné, il y a des technologies qui arrivent et dont tu as envie et tu es prêt à faire des sacrifices. Et puis après, il y a Teddy qui va venir me raconter des choses, Matt aussi et tout. Donc, n'oublie pas que moi, j'ai été jusqu'à il y a très peu de temps un énorme fan de Tesla et je les ai défendus à mort face à tout le monde. Et là, je m'apprête à changer de voiture parce que ça fait 4 ans qu'ils me déçoivent en termes de technologie. Et à un moment donné, je me dis, tant pis, je vais prendre autre chose parce qu'aujourd'hui, ça ne me va pas. Maintenant, ma question, qui reste la même depuis tout à l'heure, c'est quel est l'usage massif que la 5G permet qui ferait que les gens pourraient se dire massivement, ah oui, il me faut vraiment un téléphone 5G. Ma question, elle est là. Aujourd'hui, je ne vois pas dans ce qu'on m'annonce, dans ce qu'on me propose sur la 5G. Je dis pas que c'est pas bien la 5G. Ce sera sûrement très bien. Non, mais c'est pas en place. Etc. Mais c'est pas en place déjà. C'est pas en place. Et ça le sera sûrement pas en septembre en France, mais ça le sera potentiellement au début de l'année prochaine. Oui, parce qu'il y a au début de l'année prochaine, qu'est-ce que ça va changer significativement pour moi en termes d'usage? C'est ma question. Si. Non, mais je ne le vois pas. En fait, peut-être que la communication n'est pas bonne, je ne la vois pas aujourd'hui. Benjamin et moi, on a vu des démos au CES de 5G, ça te laisse un peu par terre. Hein. C'est vraiment très impressionnant. Après, ce qu'on a besoin, c'est de Tesla tout le temps, partout. Mais c'est plus rapide, c'est juste plus rapide. Tout est instantané. C'est plus rapide, mais quels sont les usages que ça va me permettre très différents de ce que j'ai aujourd'hui? C'est la question que je me pose, c'est tout. C'est une question qui est légitime de se poser, qu'on va se poser très rapidement. C'est un peu comme si tu avais la fibre sur ton téléphone. Donc, tu pourras regarder du contenu quasiment instantanément, télécharger un épisode en 3 secondes avant de prendre le métro. Ça va pas changer ta vie, sauf que ça sera beaucoup plus rapide. Ouais. D'accord, donc tant que ça ne change pas la vie. Tiens, profitons quand même. On est en direct avec vous qui êtes devant votre écran, votre smartphone, votre iPad. Entre parenthèses, petit tacle de Concombre Masqué qui nous dit « Coucou, une application tvOS qui fonctionne pour visionner le direct, c'est pour quand ?» Alors, je vous réponds, en fait, vous n'avez pas le direct sur l'appli Apple TV depuis plusieurs semaines à cause de soucis du Player Live Dailymotion. On essaie de régler le problème, mais pour l'instant, on n'y arrive pas et on est bien embêté. C'est pas qu'on n'essaye pas, c'est que pour l'instant on n'y arrive pas. Donc désolé mon cher Concombre Masqué, si tu as une solution pour nous, d'ailleurs on est preneur. Mais voilà la raison de ce dysfonctionnement. Dites-nous si vous attendez la 5G et pour quelle raison vous l'attendez, qu'on essaye de convaincre Guillaume. Ah mais après moi je demande bien à voir les. Je pense que mais attention je dis pas que la technologie sera pas intéressante. Je dis juste qu'aujourd'hui par rapport à nos usages est-ce que ça va changer radicalement. Je dis pas que ça va pas changer un peu. Je dis non c'est ce que ça va changer radicalement notre vie c'est tout. C'est voilà. Alors, et est-ce qu'Apple peut se permettre en fait d'avoir voilà. Les infos qu'on a des grands opérateurs Orange ils sont quasiment prêt, disent-ils, pour la 5G. Free va annoncer bientôt, puisque c'est leur conférence annuelle de résultats, etc., qu'en fait, tous les émetteurs qu'ils ont installés, et on en avait parlé dans une émission, dans leur déploiement 4G, en fait, sont 5G compatibles, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont appuyer sur un bouton, et donc, dès potentiellement presque septembre, ils pourraient être en 5G, s'ils voulaient, s'il y avait les terminaux, s'il y avait la demande, etc. Donc, du coup, on en a 2 sur 4 qui seraient déjà prêts. Mais je pense que SFR et Bouygues doivent être prêts aussi. Hein. Alors, on sait que ça va être progressif, en tout cas chez Orange, hein, puisqu'ils ont choisi un certain nombre de villes, tests. De mémoire, ça commence en septembre, si je me souviens bien, les tests. C'est ça. Et la généralisation serait plutôt pour l'année prochaine. Mais... Bah voilà, non, mais c'est ce que je sais. Mais on peut avoir une surprise chez Free. On peut avoir une surprise chez Free, absolument. Qui peuvent dépasser, parce qu'ils étaient en retard sur la 4G.
ils peuvent prendre une revanche technologique sur la 5G. On ne sait pas, c'est une pure hypothèse. Hein. Alors, Mais, l'accord entre Apple et Qualcomm fait une victime collatérale. Alors, j'imagine que ça n'est pas dû qu'à cet accord, mais quand même, Intel abandonne le marché des puces réseau 5G pour les smartphones. Ça va pas fort. Hein. Ils n'y arrivaient pas. Non. Ils n'y arrivaient pas. pas. Après, est-ce que... Et si en plus... Comment t'expliques Et si en plus ça, Guillaume, Apple passe sur ARM, si Apple passe sur processeur ARM l'an prochain, ça va être une deuxième baffe. Hein. C'est ça, hein. Guillaume, comment t'expliques ça, toi? Je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas si Intel a eu des problèmes techniques qui ont fait qu'ils n'ont pas pu réussir à faire ce qu'ils voulaient. Alors, je t'avoue que je n'ai pas regardé spécialement ce point-là. Le pourquoi du comment de Intel qui a échoué là-dessus. Non, j'ai pas regardé. Enfin, je peux pas te répondre vraiment, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Je pense qu'après c'est symboliquement quand même. Intel qui est la marque historique, le fondeur historique. Ah ben c'est pas la première fois qu'Intel se prend des baffes sur ce marché. Enfin, je veux dire, le nombre de fois ils ont vu des projets qui sont partis qu'ils ont lancé des processeurs qui n'ont pas marché, des gammes qui n'ont pas marché. Enfin, c'est pas nouveau. Enfin, Intel s'est pris régulièrement des claques. Hein. Je sais pas si tu te rappelles les processeurs Itanium, hein, typiquement les processeurs Itanium qui étaient le truc hyper en avance, etc. Et aujourd'hui, l'Itanium, t'en entends quasiment plus parler. Ça a marché plus ou moins sur certains marchés, mais c'est tout. Bon, et pour rassurer Marc Monticelli qui nous écrit sur Twitter qu'il va pas s'en remettre si je prends un Samsung, non, je fais confiance à Apple pour avoir un iPhone 5G et ne pas être obligé de... Non, ça serait vraiment... Je pense que moi-même, il me faudrait quelques semaines pour m'en remettre. Si toi, tu passais sur un Samsung, oui. Je ne crois pas que la 5G suffira à te faire passer sur un Samsung, mon cher Eli. Non, je crois pas. Ouais. Bon, on va lâcher Qualcomm et la 5G, le temps que je reprenne la main sur, sur mes caméras. Mais j'adore ce plan fixe, la caméra. Guillaume, qui est très, très valorisant. Oui, bien sûr. Hello. On a évoqué la semaine dernière le démantèlement prochain d'iTunes en différentes apps. Oui. On n'était pas avec toi, Guillaume, pour en parler. Non. Ouais. Ça fait longtemps qu'on dit qu'iTunes est devenu une usine à gaz. Ouais, c'est un gros programme qui fait plein de choses et à partir du moment où il a commencé à prendre à charge la gestion de tout ce qui était iOS, et des iPads, des iPhones, c'est devenu quelque chose de plus en plus complexe. Ouais. Il a intégré les séries télé, les films, les podcasts, etc. Et il y a des choix d'interface d'Apple d'ailleurs qui n'ont pas été forcément judicieux. Après, des fois, c'est dans des détails, mais par exemple, le fait qu'Apple ait décidé de cacher dans un menu de pouvoir passer de la partie musique à la partie série télé à la partie iTunes, iPod iPod, iPhone et autres. Je trouve par exemple, avant il y avait des petits boutons, je trouve que c'était plus pratique d'emploi. Et puis c'est vrai que maintenant il y a Apple Music qui s'est intégré dedans au forceps. Donc c'est un... D'ailleurs, Apple Music, qui s'appelle pas Apple Music, enfin, je sais plus dans iTunes comment il s'appelle, je sais plus s'il s'appelle Apple Music dans iTunes ou pas. Pour vous, non? C'est pour vous, ouais, c'est ça, c'est pour vous, donc le truc, le nom pourri d'ailleurs, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est n'importe quoi. C'est débile. Donc, qu'à un moment, alors la question s'est longtemps posée effectivement du split d'iTunes en plusieurs applications. Il y avait une explication technique pour laquelle Apple refusait de faire ce choix de splitter ses applications. C'était mon ami Laurent qui l'avait soufflé, qui me disait le problème c'est qu'iTunes, c'est pas que sur Mac, c'est aussi sur Windows. Et en fait, c'est devenu un tel bloc en fait en lui-même, c'est quasiment un système d'exploitation à tout seul. C'est ça. Tout seul si tu veux. Donc il fait tellement de choses et il est tellement une brique essentielle aujourd'hui du Mac, tu enlèves ton iTunes, il y a plein de trucs que tu peux plus faire, ne serait-ce que sauvegarder tes appareils iOS si tu n'as pas un compte iCloud, tu vois. Donc moi ce que je trouve intéressant c'est qu'Apple à un moment se dise ok, iTunes a maintenant pratiquement 20 ans, il faut l'effacer, et oui, hein, c'est 2001 si mes souvenirs sont bons iTunes, hein, donc on n'est plus très loin. Avec les iPods, oui. Avec les iPods, non c'est même avant les iPods, hein, c'était à l'époque où les Macs ont commencé à graver des CD. Donc c'était début 2001. Puisque voilà. Donc 18 ans. Ça fait 18 ans. Donc iTunes de son côté, voilà, c'est un logiciel qui était super au début, mais qui a intégré plein de choses au fur et à mesure du temps, qui d'aujourd'hui est devenu effectivement un produit trop important,
qui fait trop de choses différentes, et on n'a pas cette problématique-là aujourd'hui sur les appareils iOS, puisque chacun a son application dédiée. Son application musique, son application télé, son application podcast, etc. Donc l'idée d'Apple serait de dire, on enlève iTunes en fait de l'équation, et en fait on récupère les applications telles qu'elles sont faites aujourd'hui sur iOS pour les intégrer sur le Mac. Alors là-dessus, donc on a entendu parler l'année dernière qu'il y avait un projet qui s'appelle Marzipan, enfin en interne, et qu'Apple donc a annoncé publiquement, puisqu'aujourd'hui il y a certaines applications du Mac, typiquement l'application Maison, qui est en fait une application iOS qui fonctionne sur Mac. Alors le problème, c'est que ça fait des applications qui sont pas top en termes d'interface, qui sont vraiment bancales en termes de gestion de raccourcis clavier. On peut pas faire de glisser-déposer avec. Il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Enfin, c'est un peu, voilà, encore une fois, ces applications elles sont pas naturelles en fait sur le Mac. Elles sont pas terribles en fait, pour être très honnête. Est-ce qu'Apple va pouvoir les améliorer? Je l'espère. Est-ce qu'Apple prendrait le pli de dire on dégage tout? Pourquoi pas? Donc de toute façon, les briques existent déjà sur le iOS. Moi, la seule question que je me pose dans ce cas-là, c'est quid de la synchronisation des appareils iOS? Est-ce qu'ils décident finalement de complètement la dégager? C'est-à-dire qu'en fait, ils disent c'est bon, maintenant il y a iCloud et démerdez-vous avec ça. Ouais. Ou est-ce qu'ils disent on conserve une brique de synchronisation par une application séparée, voire intégrée au Finder? J'ai vu il y avait des mock-ups d'intégration Finder qui étaient pas mal. Oui. On pourrait imaginer effectivement qu'Apple dise tu branches ton iPhone et puis il apparaît sur le bureau et tu l'ouvres et en fait tu as toute la partie logicielle qui apparaît pour synchroniser tes contenus, etc. Pourquoi pas? Ils pourraient aller sur ce genre de solution. Donc là, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont proposer pour macOS 10.15, donc qui va être annoncé normalement à la conférence des développeurs en juin. Quelle va être la direction prise? Et moi, je serais pas surpris qu'effectivement, au moment ils disent ok. On dégage tout, on part sur la tablette dessin et on prend de tout à zéro en s'inspirant ce qu'il y a sur iOS. Ma seule crainte, donc, c'est que ça fasse des applications qui soient pas tip top en termes d'expérience utilisateur, purement Mac. Mais au moins, les tâches seront bien clairement séparées. Voilà, l'idée c'est de se dire. Et Apple Music aura sa propre appli, etc. Apple Music, Apple Music sera toujours dans l'application musique. Bon, voilà, ça ne changera sûrement pas. Podcast, il y a l'application podcast qui existe déjà. Voilà, série télé, elles seront intégrées dans la télé en même temps que la partie cinéma. Et puis voilà, quoi. Et je pense qu'après, ça peut être une stratégie gagnante pour Apple. Maintenant, il n'y a pas de Marzipan pour Windows. Donc, quid de iTunes pour Windows, qui, à mon avis, est beaucoup plus utilisé aujourd'hui que ne peut l'être iTunes sur Mac. Voilà. Donc, Marzipan, c'est la techno qui permet de concevoir des applis qui tournent à la fois sur iOS et sur macOS. En fait, qui permet d'adapter des applications iOS pour ne pas éviter de faire intégralement la roue et les faire fonctionner sur votre Mac. Donc, c'est pas on prend l'application, on la met sur le Mac et ça marche par magie. Et non, il faut une adaptation, c'est pas forcément évident. Mais le problème, c'est que l'interface d'iOS, elle est faite pour être utilisée avec un doigt, enfin plusieurs doigts même, et de façon tactile. Sur Mac, c'est une souris, c'est des claviers. Prenez les applications Home ou les applications Bourse, par exemple, qui tournent aujourd'hui sur le Mac. Vous prenez votre clavier, vous faites rien avec, quoi. C'est un peu ballot. Donc, on ne sait pas. On sait pas trop. Il y a un autre projet lié à Marzipan, on va en parler. Juste un petit détour par Twitter. Je dis bonjour à Ronnie Lafrime qui nous a rejoint en cours de route et qui nous dit ça faisait longtemps, les amis. Bonsoir. Bonsoir aussi à toi. Je remonte les tweets et je retombe sur le tweet de Didier Méance qui nous dit « Je n'avais pas vu, mais Disney Plus a déjà une page française en ligne avec inscription par mail pour se tenir informé de son arrivée. » Voilà, c'est preview.disneyplus.com apparemment, si vous voulez vous inscrire et entrer votre adresse email. Shinji nous a rejoint. Salut à iWeek TV, nous dit-il. Marcos X m'a pris au mot tout à l'heure quand je parlais de semaine tranquille en début d'émission. Il liste 3-4 sujets qui, pour lui, sont des sujets qui ne font pas de cette semaine une semaine si calme, nous dit-il, notamment le support de l'eSIM par Orange, mais pas en France. Je ne sais pas si vous avez vu ça, moi ça m'a échappé. Donc, non. Je demande volontiers à creuser. Et puis, toujours en remontant vos mails, vos SMS, vos tweets, pardon, Frédéric Tesson nous dit un iPhone à 1 200 €, tu peux espérer le garder 2, 3, voire 4 ans sans la 5G dans cette gamme, ça va être compliqué, nous dit-il.
Après, il y a peut-être aussi une possibilité, c'est qu'Apple réserve la 5G pour cette modèle très haut de gamme et l'utilise comme argument marketing, voilà, et que typiquement vous avez peut-être un iPhone au modèle actuel, donc on est en XR, etc., et que le XR par exemple conserve la 4G uniquement, mais que les modèles XS et XS Plus, eux, prennent la version 5G. C'est pas impossible. Bah oui. Oui, bien sûr. Ce serait tout à fait logique. À propos de Marzipan, il y a cet autre projet dont on parle sur le net, selon lequel Apple travaille sur un tracker, donc du hardware, hein, un petit tracker hardware pour attacher à ses objets, à sa valise, à son sac à main, qui permettrait de les retrouver et qui remplacerait Apple, donc les fonctions trouver mon iPhone et trouver mes amis avec une nouvelle app. Ce qui est intéressant, si je comprends bien, voilà, tu as d'ailleurs un de ces objets. C'est un Tile, là. Absolument, c'est un boîtier ça, Tile. Donc, Tile, truc, voilà, alors le Tile, c'est un petit truc que vous accrochez, alors il existe en versions différentes, il y a des versions carte de crédit, etc. L'idée, c'est vous l'attachez à vos clés, à vos objets auxquels vous tenez, et puis si jamais l'objet est un peu trop loin, vous pouvez être averti automatiquement, et surtout si vous le perdez, vous pouvez le faire sonner à distance, et du coup vous avez la moyen de le retrouver assez facilement. Alors c'est pas mal le Tile. Le problème, c'est que les piles, pendant des années, ils ont vendu, quand il y avait la pile qui s'épuisait là, au bout d'un an, il fallait racheter un Tile complet. Maintenant, ils ont une version un peu plus chère, mais dont on peut changer la pile. Bonne nouvelle. Le truc, c'est qu'en fait, après, ce genre d'appareil est intéressant quand vous avez beaucoup de gens qui l'utilisent. En France, vous avez aussi Wistiki qui fait son système. Vous avez peut-être d'autres sociétés qui en font encore. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas beaucoup de gens qui utilisent ce système aussi communautaire, bah, c'est pas forcément très intéressant. Aux États-Unis, je pense que Tile a plutôt pas mal pris. En France, peut-être un peu moins. Bon, moi, j'utilise surtout pour les fonctions locales. Et c'est vrai que des fois, je peux mes clés, je peux faire sonner mes clés. C'est plutôt pratique. Ça m'a aidé plus d'une fois. Maintenant, si Apple sort ce même genre de produit avec sa puissance de frappe, Tile, déjà, je pense qu'il peut directement quasiment plier les bagages, hein, c'est pas la peine. Ouais. Mais surtout, vous allez avoir un système d'appareils qui va pouvoir gérer, pour communiquer avec ces appareils environnement, qui va être énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, tiens, il y a 1 milliard d'appareils iOS qui pourraient retrouver potentiellement vos clés paumées. Ça, c'est génial. Ce serait intéressant. Donc, why not? Je suis intrigué et ça m'intéressait de savoir ce qu'ils peuvent faire effectivement dans ce domaine-là. C'est clairement cette fonction-là qui changerait tout, en fait. Ah à mon avis, c'est ça qui serait intéressant. C'est de se dire, ça. Hein. Voilà, au lieu de se dire, c'est les gens qui ont téléchargé un Tile sur leur appareil qui peuvent retrouver tes clés, etc. Là, ça pourrait être n'importe qui a un iPhone qui a localisé mon iPhone activé ou simplement le Bluetooth activé dans le coin. Et là, ça devient beaucoup plus important. Et là, ce serait intéressant. Voilà. En tout cas, moi, je suis aussi utilisateur de... Alors, moi, j'ai Wistiki. J'ai Wistiki, par exemple, que je n'avais pas mis dans mon portefeuille, que j'ai un jour perdu dans la rue. Oui. Et je me suis dit, quel con d'avoir un Wistiki et de ne pas l'avoir mis au bon endroit. C'est ballot. Voilà, c'est un peu l'idée quand même, c'est qu'il faut penser. Alors Tile par exemple, le problème c'est que les batteries s'épuisent, donc vous avez une alerte qui apparaît, vous propose de racheter des Tiles à moins cher automatiquement, donc le lendemain vous recevez le Tile, donc c'est plutôt pas mal. C'est mais quand même mois, hein. Oui, ça dure, c'est une bonne année, hein, ouais, une bonne année facilement. Mais vu le prix, à chaque fois tu fais mal un peu quand même aux fesses. Mais quand tu en as besoin, et que voilà, moi une fois j'ai paumé mes clés au pied de mon scooter, j'arrivais pas à les retrouver, je me suis dit putain, c'est pas possible, je retrouve pas mes clés. Bon là t'es content d'avoir ce truc-là et de te dire tiens j'aurais pu me faire voler le scoot. Bon je me suis quand même fait voler une fois mon scoot comme ça, mais au moins voilà, tu as au moins la possibilité de te dire je retrouve mes appareils plus facilement. Si c'est intégré par Apple. Je pense que Wistiki et les autres, ils peuvent commencer à pleurer. Bon, il nous reste 5-6 minutes, les amis. Ça passe toujours très très vite comme d'hab. Oui. Un mot d'Apple Arcade, donc le service qui a été annoncé lors de la dernière, du dernier special event, comme on dit. Apple consacrerait 500 millions de dollars on va dire d'investissement dans le développement de la centaine de jeux prévus. Ouais. Je me rends pas compte, c'est beaucoup d'argent pour 100 jeux ou ça fait 5 millions par jeu en moyenne. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment Apple met l'argent en avant dès le départ. C'est-à-dire, ils disent voilà, vous pouvez avoir 3 millions de dollars en avance de frais direct si tu veux.
Donc, ce qui donne beaucoup plus de souffle aux entreprises. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, on sait toujours pas quel va être le prix d'Apple Arcade, c'est ce qui me gêne un petit peu. Mais moi, ce qui m'avait surtout surpris lors de l'annonce, c'est qu'il y avait beaucoup de très grands noms des jeux vidéo qui étaient montrés par Apple. Hein. Quand Nobuo Uematsu, qui est le papa de Final Fantasy, qui dit commence à faire les louanges d'Apple, tu fais bon, il y avait peut-être quelque chose, quoi. Donc c'est pas n'importe qui. Mais oui, apparemment Apple veut mettre les moyens pour qu'Apple Arcade soit un vrai succès. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, bah, on va suivre ça évidemment parce que Apple Arcade c'était une des surprises inattendues mais très bien accueillies lors de la dernière keynote justement. Ça arrive quand c'est à l'automne, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais. Oui, un point intéressant, c'est qu'en fait Apple Arcade, ce seraient des jeux qui seraient exclusifs mobile iPhone, enfin iOS. Ce qui veut dire qu'on ne le trouverait pas sur l'App Store de Google, mais il pourrait éventuellement être développé sur d'autres plateformes. Donc on pourrait les voir sur Switch, voilà. Il y a juste que Android n'aurait pas le droit d'accéder à ces applications, à ces jeux-là. Bon, Gilles n'est pas avec nous, Gilles Dounès qu'on embrasse évidemment, de la même manière on embrasse Audrey, François, Fred, Jean-Christophe évidemment. Mais Gilles avait attiré notre attention sur ce sujet polémique qui concerne Apple en Chine. On se souvient qu'Apple a déjà dans le passé accepté quelques modifications, on va dire, de son service, notamment d'iCloud, hein, si je me souviens bien, pour en donner une partie des clés à des intermédiaires qui sont directement liés au gouvernement chinois, si je ne me trompe pas. Là, cette fois, ça concerne Apple Music et une forme de censure. Est-ce que vous avez eu le temps de voir? Parce que moi, j'ai pas pu lire le papier. Apparemment, c'est que... Oui, vas-y. Non. En fait, il y a deux volets. Il y a des journalistes qui ont sorti l'affaire en disant que certains morceaux auraient été rayés du catalogue Apple Music en Chine. Et puis, il y a des politiciens qui se sont emparés de l'affaire. Et du coup, c'est là où ça a pris une grosse ampleur parce qu'ils reprochent en fait à Apple de faire plaisir au gouvernement chinois. Ouais. Et donc, du coup, ça devient une affaire politique. Alors faire plaisir, c'est surtout qu'en fait, ils n'ont pas trop le choix. Donc c'est toujours compliqué. Enfin, le problème, c'est pas que Apple dans tous les cas. Malheureusement, en fait, la question, c'est toujours jusqu'où une entreprise doit accepter la censure d'une entreprise, enfin, la censure d'un gouvernement. Apple est dans une situation compliquée aujourd'hui. C'est vrai que pour eux, la Chine, c'est un marché qui est important pour eux. Mais je pense qu'ils sont pas non plus les seuls à être soumis à ce genre de censure. Et bon, après, c'est Apple, donc il faut taper dessus. Est-ce que typiquement, la chanson donc il y a une histoire que ça a commencé surtout par une histoire de chanson qui devait être retirée parce qu'elle faisait référence en fait au massacre de Tiananmen en 89. Exactement. Le problème, donc apparemment, cette chanson a été retirée d'Apple Music, mais elle a été aussi retirée d'autres services comme QQ Music en Chine. D'accord? Donc, c'est pas que Apple, encore une fois. Hein. Donc, la question, c'est est-ce que Apple a les moyens, malgré tout, de dire non, je ne retirerai pas cette chanson au gouvernement chinois? C'est compliqué. Enfin, le gouvernement chinois est très puissant. Donc, c'est juste se dire, est-ce qu'ils peuvent vraiment les moyens de le faire ou pas? Est-ce que, dans sa position, Apple peut se le permettre? Est-ce qu'elle peut le faire techniquement? Techniquement, ça pose pas de problème. Après, c'est plein de questions morales importantes. Ouais, mais je n'aimerais pas être le problème. Hein. C'est un tellement grand marché. Bien sûr. Jusqu'où le problème, c'est est-ce qu'une entreprise peut y perdre son âme ou pas? C'est la question, quoi. Le problème, c'est même pas la faute d'Apple, et en plus, ce sont pas les seuls, parce que Google avait même retiré des fonctionnalités de son moteur de recherche en Chine. Hein. Donc, il y avait des recherches qui n'aboutissaient pas, et ça, c'est bien plus grave qu'une chanson. Bing aussi, enfin, la censure chinoise, elle s'exerce pas que sur Apple, c'est toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, qui sont soumises à cette pression, malheureusement. Et on ne peut que le déplorer. Maintenant, est-ce que Apple fait moins ou pire que les autres, et est-ce qu'elle devrait... La question, c'est où est-ce qu'on met le compas moral, en fait. La grande question, c'est là. C'est jusqu'où le gouvernement chinois va pouvoir pousser sa censure, jusqu'à ce qu'Apple dise non, ça c'est inacceptable, et dans ce cas-là, on arrête. Bon, pour Apple, il semblerait qu'une chanson soit pas suffisant. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire dans ce cas-là? Quels seraient les moyens d'action qu'Apple pourrait engager contre le gouvernement chinois pour dire je mets ce morceau en place, enfin je laisse ce morceau? C'est pas évident, c'est pas des réponses. Non, mais le problème, c'est même pas ça. Le problème, c'est que sont venus faire les hommes politiques dans cette histoire. Ils sont payés pour ça. Hein. Ouais. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Juste une dernière info avant qu'on se quitte parce qu'il nous reste 30 secondes. macOS 10.15 pourrait intégrer une fonction qu'on a beaucoup appréciée grâce à toi, si je me souviens bien, Ellie.
Oui. Hein, Et Luna d'ailleurs, Display. ce qu'on voit dans la photo, le petit dongle rouge, c'est du Luna Display en C'est fait. ça. Hein, Qui pour permet donc utiliser les d'utiliser journalistes. un Ouais. iPad comme moniteur externe, en fait. C'est ça. Exactement. Alors la question, ça serait très bien si c'était incorporé dans le prochain OS d'Apple, mais Luna Display, c'est hardware, hein, donc c'est un petit dongle hardware Ouais. hein, pour des raisons de performance. Donc est-ce qu'Apple peuvent se passer de ce hardware et le faire uniquement en utilisant leurs composants entre les deux gammes, puisqu'ils les maîtrisent complètement, ils maîtrisent le hardware et le software, n'oublions pas. Écoute, du coup, ça serait dommage pour Luna Display de notre côté. La question, c'est est-ce qu'Apple, par exemple, n'a pas des briques logicielles internes qui vous ont optimisé, qui permettraient de faire ça de façon plus simple qu'avec du matériel? Oui. Ça. Réponse très bientôt dans iWeek. À Je la vous arrête, conférence les amis, développeur. parce qu'on va être coupé par le gong. C'était un vrai Gong. plaisir de vous retrouver pour cette 29e édition. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, en direct à 20h. Salut Ellie. À bientôt. Salut Guillaume. Salut petit Clos. On est bien tous les trois aussi, hein. Ouais, c'est pas mal. Sans tous les Faut autres. pas le dire aux autres. Qui... Bon, passez une très très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. À 22h, vous retrouvez en direct Alan Blanvillain et l'équipe de Ciné Watch. Pour toute l'actu ciné, passez une très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Et je salue Mario, salut à tous et à la semaine prochaine. Ciao.